Gabriel Silla, coach international en karaté, spécialiste en haute performance et membre du Temple de la renommée des arts martiaux canadiens. Je serai l'invité de Beyond Ordinary. Bienvenue à notre émission Beyond Ordinary. On va mettre en lumière les personnes ordinaires qu'on rencontre comme ça dans notre quotidien, mais qui ont des parcours extraordinaires. Et ces parcours-là, on aimerait que, justement, le plus de personnes puissent les connaître et s'en inspirer. Alors, pour notre première émission, nous avons le plaisir d'avoir Gabriel Silla comme premier invité. Et vous allez voir, son parcours est très atypique. Il va nous en dire un peu plus. On va plonger dans son histoire de vie, d'une certaine façon. Alors, Gabriel, merci d'avoir accepté d'être notre premier invité. Merci de m'avoir invité. C'est un honneur d'être là. Alors, pour commencer, on va vraiment parler de tes différents chapeaux. Parce que tu es à la fois, on a plusieurs. Ouais. Mais moi, le chapeau dont je me souviens, en fait, quand je t'ai rencontré il y a plusieurs années déjà, c'est le chapeau d'artiste. Oui. Alors, parle-nous de Gabriel Silla, l'artiste, d'abord, pour commencer. Oui, donc, l'artiste, je l'ai toujours été, je pense. Donc, quand j'étais jeune, j'écoutais beaucoup de musique. Et j'étais très timide, réservé. Puis, je passais beaucoup de temps seul. Parce que dans ma famille, on est 4. Puis on a à peu près 6, 7 ans de différence entre chaque. Okay. Mon père était diplomate et chaque 4, 5, 6 ans, on changeait de pays. Puis il y a un de nous qui naissait. Dans un nouveau pays. Ouais, c'est ça. Donc moi, mon grand frère est le plus proche, donc il a 6 ans de plus que moi. Moi, j'ai 7 ans de plus que ma petite sœur. Puis l'aîné a 14 ans de plus que moi. Donc j'ai passé beaucoup de temps seul. Et puis c'est la musique qui occupait mon univers. Puis j'ai découvert beaucoup d'artistes et tout ça. Je jouais pas d'instrument, mais tout est parti de là, de cette période-là. J'avais peut-être 6, 7 ans, mais mes plus lointains souvenirs datent d'à peu près de cette période-là. Ok, donc ça remonte à loin. Et aujourd'hui, tu fais encore de la musique. Je fais encore de la musique. Okay. On va parler de tout ça aussi. Ouais. Mais justement, tu as déjà commencé à toucher un peu à ton enfance. C'était quoi ta vie d'enfant? Mon père était ambassadeur. Il fait partie de la première génération, juste après l'indépendance, représentait la diplomatie sénégalaise. Donc, son premier poste a été au Libéria. Là, j'étais pas encore né. Okay. Et ensuite, en 65, ça va dévoiler mon âge. On dira rien. En 65, je suis né au Maroc. Après son poste au Libéria, il a été ambassadeur du Sénégal auprès du roi Hassan II au Maroc. Et c'est là que je suis né. Donc, j'ai fait à peu près 3-4 ans au Maroc. Après, on a été en Éthiopie parce que mon père était à l'OUA, puis il représentait le Sénégal auprès de l'empereur Haïlé Sélassié. Donc, c'était l'époque de l'empereur. Donc, ça date il y a un moment. Donc, ainsi de suite, j'ai grandi, comme on dit ici, dans la ouate. Ouais. Vraiment, je peux pas me plaindre de mon enfance parce que, j'ai vécu des très belles années, des beaux souvenirs. Je me rappelle qu'en Éthiopie, l'empereur organisait chaque Noël une fête pour les fils de diplomates. Puis on allait, à son palais. On allait le rencontrer. Puis je me rappelle très bien, il avait ses lions. Les lions étaient, je pense qu'ils étaient identiques, ils étaient inoffensifs. Oui. Mais c'était vraiment impressionnant. Puis en tout cas, j'ai des très beaux souvenirs de mon enfance. Après l'Éthiopie, on a fait peut-être 5-6 ans en Éthiopie.
mon père a eu un poste au ministère des Affaires étrangères au Sénégal. Donc, cette rentrée. Voilà. Donc là, c'est là que j'ai découvert mon pays, mon propre pays d'origine. Parce que voilà, je suis né à l'étranger. Ouais. Et là, on a fait 6-7 ans au Sénégal. Puis, à l'âge de 13 ans, 14 ans, il a eu un poste aux Nations Unies à New York. Alors là, c'était le top, vraiment. Là, vous étiez content, là, à l'époque où les États-Unis, c'était une destination très, très prisée, et on était vraiment contents. Puis ça a été, j'ai fait 6 ans à New York jusqu'à mon bac. J'étais dans un lycée français. Okay. Donc, durant toute ma jeunesse aussi, j'étais dans les écoles françaises. J'ai passé mon bac au lycée français. Et en 1985. Et c'est là que voilà, mon père a pris sa retraite. Lui, il est rentré au Sénégal. Moi, je voulais rester en Amérique du Nord, mais il m'a dit, tu restes pas à New York. Parce qu'il y avait trop de tentations, puis voilà, c'est un milieu. Et que j'avais un cousin qui était au Québec, qui était ici, qui venait nous voir de temps en temps à Noël, et qui nous parlait de Montréal, du Québec. Mais c'est comme ça que quand j'ai eu mon bac, on s'est renseigné, et puis j'ai appliqué. Moi, je voulais faire HEC. Okay. Mais je pense qu'il fallait faire une année de prépa. Donc j'étais à l'Université de Montréal en économie. Et ensuite, après, j'ai pu intégrer les HEC de Montréal. Okay. Voilà. Donc là, je commence dans les années adultes, quoi. Exactement. Mais voilà, en gros, voilà, j'ai mes 20 premières années. Magnifique. Magnifique, pas de problème. C'est drôle quand tu as parlé du Maroc. J'ai pensé à ce qui se passe en ce moment, avec la finale et tout la CAN. Comment tu as vécu cette finale? Je suis déchiré parce que voilà, j'ai beaucoup d'amis marocains. Je suis né au Maroc et je vais souvent au Maroc dans le cadre de mon travail. Et je suis reçu quand ils savent que je suis né là-bas, vraiment, ça, c'est un beau peuple et tout. Et je trouve ça dommage qu'un ballon rond fasse ressortir ce qu'il y a de plus mauvais en nous, quoi. C'est vraiment, sur les réseaux sociaux, ça va dans tous les sens. Ça n'arrête pas, hein. Depuis, là, ça continue. Et ça s'insulte de tous bords et tout. C'est un match de foot. Même si je suis sportif, ça reste un match de foot. Et les relations fraternelles qu'on a développées avec le Maroc depuis très 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 longtemps. Depuis le roi Mohamed V. Et puis il y a des confréries aussi, au niveau confréries religieuses. Il y a 17 000 Marocains au Sénégal. Et je connais pas le chiffre des Sénégalais au Maroc, mais en tout cas, il y a beaucoup d'échanges, beaucoup d'étudiants qui viennent en fac de médecine à Dakar, beaucoup de Sénégalais qui vont étudier l'économie, le business, tout ça. C'est des pays frères même. C'est même pays frères entre eux. C'est ça. Donc voilà, mais je trouve ça vraiment vraiment dommage. Le sport, c'est supposé nous unir et puis voilà, puis là mais le foot c'est particulier, quoi. Ça anime des passions. Partout en Afrique, en Europe, on voit pendant les Coupes du Monde. Mais j'avoue que j'étais très fier de la prestation de l'équipe du Sénégal. Et c'était pas évident. Ils jouaient contre le pays hôte. Il y a eu toutes sortes de problèmes d'arbitrage et autres. Puis ça demandait vraiment une force de caractère déjà, force mentale pour aller jusqu'au bout. Merci Sadio Mané là qui a ramené tout le monde, franchement. Alors là, lui, moi, ça c'est en tout cas c'est vraiment quelqu'un que j'admire beaucoup. Il a su, malgré la tempête, rester lucide. Il a consulté des anciens pour savoir qu'est-ce qu'il fallait faire. Puis finalement, il a pris la décision malgré la décision du coach de quitter le terrain, de continuer. Et ça, c'est vraiment un bel exemple
Ouais, je pense que ça, c'est une chose que les gens retiennent de ce Ouais. C'est lui qui nous a donné la victoire, quoi. Puis durant tout le tournoi, il a été impérial, quoi. Vraiment. Franchement. Puis il est connu pour sa générosité, son humilité. Et moi, ça, dans mes valeurs c'est ça, personnelles. J'allais faire avec toi, là. Bon, c'est à Dieu, mais je dis, ouais, il y a des parcours très similaires. C'est ça, ouais, moi, ça vient vraiment me chercher, quoi. Puis, voilà, je pratique un sport de combat, mais je suis non violent, quoi. J'aime pas les gens qui s'affrontent pour des futilités, quoi, vraiment. Les insultes, je trouve ça vraiment dommage, quoi. Et justement, en parlant d'humilité, il y a des raisons que tu aurais pu avoir la grosse tête, hein, avec tout ce que tu fais, tous les championnats, tous les prix que tu as remportés, etc. Mais un de tes traits de caractère, j'ai l'impression, c'est aussi l'humilité. Ouais, mais c'est ton chemin, mais discrètement. C'est la vie qui m'a. Ah, ok, voilà, c'est ça, c'est là qu'on va arriver. On rentre dans le vif du sujet. Exact. On a parlé des 20 premières années qui étaient vraiment irréprochables, enfin, vraiment des beaux souvenirs que tu as. Ouais. Parle-nous à partir du moment où tu es arrivé au Québec. Tu avais 20 ans, donc tu n'es plus dans la famille diplomatique, etc. Ouais. Comment c'était cette transition ici au Québec? Les premières années, pas de problème, quoi. Donc, voilà, j'allais à l'université. J'avoue que j'avais un côté un peu fêtard. Là, c'était la première fois que je vivais sans mes parents. Puis, avec les copains africains, bon, on allait en boîte. C'est ça. Donc, ma première année n'était pas très studieuse, on va dire. L'adaptation. C'est l'année de l'adaptation. Exactement. Mais voilà, j'étais encore un peu dans le sillage de, voilà, le fils de diplomate et autres, et tout allait bien. Donc, les 2 premières années, bon, ça allait. Ensuite, j'ai reçu un coup de fil de ma mère d'abord, il s'est passé quelque chose au Sénégal, quoi. Donc, mon père avait fait des investissements immobiliers. Il y avait mis toutes ses économies et il s'est fait arnaquer. Donc, là, la roue a tourné, puis procédure légale et tout ça. Donc, les personnes qui l'ont arnaqué étaient recherchées par Interpol. C'est tout un truc. Le fait que, donc, c'est comme ça que, voilà, pour notre famille, ça a changé à ce moment. Mais là, votre père n'était plus diplomate. Non, il était rentré pour sa retraite. Ah, qu'il avait terminé sa carrière. Il avait fait 35-40 ans de diplomatie. Et voilà, il était rentré pour faire sa retraite au Sénégal, tranquille. Sauf que ça n'a pas été tranquille. Ouais. C'est ça, la vie parfois te met des défis, tu as des surprises. Et il faut s'adapter, quoi. Donc, ma mère m'a mis, voilà la situation. Donc, tu es un homme maintenant. Puis, moi, quand elle m'a dit ça m'a... Parce que j'étais encore fils à papa, vraiment. Ouais. Je me suis dit, qu'est-ce qu'elle me raconte? C'est ça, elle a été très franche. Elle a dit, donc voilà, la vie que tu as connue là maintenant, voilà, c'est plus la même. Nous, parce que c'est eux qui me payaient les études ici. Donc, ils pouvaient plus assurer mes études financièrement, payer mon appart et tout ça. Puis le train de vie que je menais, en tout cas, je filais du mauvais coton, on peut dire. Parce que je prenais les choses pour acquis, quoi. Et ça m'a fait une claque, quoi. Donc, quand elle m'a dit, voilà, tu es un homme, maintenant tu décides, soit tu rentres au Sénégal, parce que nous, on peut plus continuer avec le Canada, soit tu décides de rester et tu te débrouilles, quoi. Fait que, donc j'étais devant ce dilemme, puis j'ai réfléchi pendant 1 semaine, et moi, ça me disait, reste.
Et je sais pas comment l'expliquer, mais voilà. Là, tu étais déjà à l'université, tu étais en Ouais, pleine ouais, session ouais, ouais. universitaire. Mais la session suivante, après moi, c'était à l'été. Donc, pour le mois de septembre, pour renouveler mon visa étudiant et tout ça, c'était mort. Ouais. Ouais. C'est là que les problèmes Là que ça ont commencé. Oh my God. Donc, c'est ça, mais j'ai décidé de rester quand même. Je me suis dit, je vais trouver un moyen de légaliser ma situation, mon statut. Je savais pas comment, mais je savais que je voulais rester ici. Donc, voilà, c'est à partir de 88 que je suis tombé illégal. Et là, donc, c'était la recherche de solutions. Et j'allais encore à mes cours à l'université et en étudiant libre. Ok. Ça, mais pour continuer à m'éduquer, et puis je faisais pas les examens parce que j'étais. Mais quand même, voilà, je m'occupais. Puis voilà, j'avais le sport, j'avais le karaté. Là, tu avais déjà commencé à ce moment-là? J'ai commencé en 1974. Oh, okay. J'ai toujours eu le karaté. Même aux États-Unis, quand tu étais. Ouais. J'ai commencé au Sénégal en 74. J'ai continué à New York. Et arrivé ici au Canada, j'étais au club de karaté de l'Université de Montréal. Et comment ça a commencé au Sénégal? Qu'est-ce qui a fait que tu as commencé les cours la première? J'étais très timide et réservé. Et à l'école au Sénégal, dans les années 70, c'était chaud. D'abord, les profs avaient droit au châtiment. C'est on nous racontait. Ouais, enfin, on nous tirait l'oreille. En tout cas, c'était assez dur. Puis, dans ma classe, moi, j'avais 9 ans. Puis, on avait des redoublants qui avaient 12, 13 ans, qui étaient déjà préadolescents, adolescents. Les costauds qui se mettaient en arrière. Ouais, c'est ça. Donc, tu sais, ils nous prenaient nos lunchs. Je devais leur ramener de l'argent chaque jour. Bullying, en fait, l'intimidation. Voilà, c'est l'intimidation. Voilà, je me faisais taxer, comme on appelle ça ici au Québec. Et ma mère, elle a eu écho de ça, et puis elle m'a dit, bon, ça là, c'est fini, quoi. Elle est allée voir le directeur de l'école. Il a dit qu'il allait faire quelque chose, mais rien n'avait changé, quoi. Donc, elle s'est dit, donc, il faut que tu apprennes un art martial et tu t'affirmes, quoi. Mais pas pour être violent, mais quand même pour prendre ta place, c'est dans la vie, quoi. Mon grand frère était judoka. Il commençait à gagner des tournois. Donc, lui, j'admirais ce qu'il faisait. Au départ, je voulais faire du judo. Mais proche de chez nous, il y avait un club de karaté. Elle m'a dit, on va essayer le karaté. Puis c'est comme ça que ça a commencé. Ok. Donc, il y avait déjà un frère, il y avait déjà les arts martiaux dans votre famille. Voilà. Donc, fast forward, j'arrive ici à Montréal. Donc, quand je suis tombé, donc illégal, c'est là que je me suis mis à fond dans le karaté. Parce que je me suis dit, ça, c'est une voie pour légaliser ma situation. Donc, c'est là que je me suis mis vraiment à fond, là, parce que sinon, jusqu'à ce moment-là, j'en faisais, mais voilà, pour la forme physique, tout ça, comme ma mère me disait, voilà, prendre ta place et puis voilà, t'affirmer, avoir du caractère. Puis voilà, puis les arts martiaux, c'est une école de vie, quoi, de discipline, des bonnes valeurs. Ça m'a beaucoup servi. Et je me suis dit, bon, je vais entrer dans le circuit de compétition. Je vais essayer de me faire une place sur l'équipe du Québec et voilà, éventuellement faire l'équipe canadienne. C'est comme ça que je me suis mis à fond dans les compétitions. Et comment tu allais te légaliser? À travers le sport, ils ont comme des processus que tu peux utiliser pour... Ouais, mais c'est très, très difficile, mais je me suis dit, si je suis membre de l'équipe du Québec,
je vais demander à la fédération de me baquer, de me parrainer, tout ça. Donc, c'était ça ma motivation. Okay. Donc, voilà, moi, je suis en dehors c'était des cours de karaté traditionnels. Ils étaient pas trop axés sur la compétition. Okay. Ce qui est correct, mais moi, parallèlement, je me suis dit, j'allais voir les circuits de compétition et je me suis dit, moi, je vais me préparer pour ça. Et je me suis entraîné tout seul, comme un malade, mais c'était pas une contrainte parce que j'adore C'est ça, en fait, c'était un plaisir, ouais, mais tu t'es mis à fond, quoi. Là, j'ai trouvé le truc, le drive, la motivation, j'avais un but. Je me suis dit, voilà, ça, je peux, via le sport, je peux peut-être légaliser ma situation. Et je me suis entraîné. J'ai un copain qui est à l'université, je m'entraînais dans la salle de musculation. Et il est venu avec une feuille d'inscription à une compétition. J'ai dit, alhamdoulilah, toi. Juste comme ça, il t'a proposé ça. Ouais, parce que lui, il était dans le club de l'université, avant moi. Puis l'université commençait à rentrer dans le circuit Okay. de compétition. Donc, il m'a dit, là, on a une compétition. C'était un Sénégalais aussi. Okay. Et lui, il m'a dit, mais voilà, tu embarques avec nous. Moi, j'avais plus le droit parce que c'était plus légal. Exact. Et puis, est-ce que tu étais inscrit parmi les étudiants? Non, plus à ce moment-là. Et c'est pour ça, il m'a dit, non, mais, viens quand même représenter le club, viens t'entraîner avec nous. C'est comme ça que c'est parti avec le club de l'Université de Montréal. J'ai signé le truc et puis je suis parti en compétition. La première compétition, j'ai fini 4e, je pense. Et là, je me suis dit, bon, voilà, il y a de quoi, il y a de quoi améliorer ça et puis peut-être éventuellement faire l'équipe du Québec. Et c'est comme ça que je suis rentré là-dedans. Et puis, voilà. Mais durant cette période, ça, c'était la période la plus noire de ma vie. Où, donc, pendant cette période-là où tu as participé aux compétitions? Ouais, parce que j'avais pas de statut. Je squattais chez des copains, ça, j'avais pas de revenus. Et je travaillais un peu sous la table, dans des manufactures, j'ai fait le ménage. Donc, la vie m'a, it humbled me. Et c'est de là que vient cette humilité, parce que, mais j'avais pas le choix. Donc là, je suis parti de fils de diplomate, j'allais à l'école en limousine à New York. On était en cravate, uniforme et tout. Les écoles privées? Ouais. C'était vraiment le top, quoi. Puis là, je me retrouvais à faire le ménage, travailler dans des manufactures la nuit. Et en tout cas, j'ai connu toutes sortes je faisais la plonge dans les restaurants. Voilà, tout ce qu'ils pouvaient payer, en guillemets, sous la table pour survivre, quoi. Puis j'avais pas de quoi prendre un appartement et tout ça. C'est des copains avec qui j'étais venu ici, donc qui m'hébergeaient. Je dormais sur des canapés. J'ai dormi par terre, j'ai dormi partout, quoi, en tout cas. Puis ça forge ici le mental. Je me suis dit, voilà, je dois passer par cette période-là. Moi, j'ai mon objectif et c'est ça. Et je me suis même retrouvé dans la rue parfois, là. Mais heureusement, alhamdoulilah, c'était l'été. Ok. Un temps comme ça, là, j'avais mon balichon, j'avais mon kimono, j'allais aux entraînements, mais le soir, je calculais où est-ce que je pouvais aller manger, parce que souvent, dans la communauté africaine, on met un bol, tu viens, tout le monde mange. Et voilà, quoi. Donc, c'est comme ça que je vivotais, sincèrement, c'était... Et est-ce qu'il n'y avait pas une communauté, justement, sénégalaise que tu pouvais contacter pour dépanner tout ça? Ouais, c'est comme ça que, voilà, il y en a qui m'ont aidé, mais il y en a d'autres aussi qui m'ont jugé, qui m'ont calomnié, tu vois, quoi, c'est truc, mais il y en a qui m'ont aidé, quoi, jusqu'à un certain point. Après, eux, ils avaient fini leur bac, ils rentraient au
moi, je devais me débrouiller. Voilà, j'ai vécu avec des Burundais, des Rwandais. C'est là que tu as rencontré Ouais, c'est ça, voilà. J'ai eu de la chance dans ma malchance, quoi. Mais dans tout ça, j'allais au club de karaté, puis je m'entraînais, j'allais aux compétitions. Parfois, j'avais juste une pomme dans le truc. Et voilà, je me battais, mais la détermination que j'avais, l'athlète qui était en face de moi, lui, il le faisait pour le sport. Moi, c'était ma survie, là. Fait que ça, c'était pas les mêmes, et voilà, j'ai gagné vraiment beaucoup de compétitions. J'ai été champion canadien. À l'époque, il y avait un circuit universitaire avec l'Ontario. Je sais plus quelle province. En tout cas, j'étais champion canadien universitaire. Après, j'ai été champion québécois de ma catégorie plusieurs fois. Puis j'étais dans un circuit de karaté traditionnel. Puis il y a un circuit de karaté donc sportif élite. Donc j'ai fait le traditionnel pendant longtemps. Et après, je me suis dit je suis prêt pour aller voir les big boys. Et puis bon, donc c'est comme ça que j'ai intégré l'équipe du Québec. C'était ça mon objectif. Et là, pendant tout ce temps-là, les papiers ne sont pas encore réalisés. Non. Tant que j'étais pas entre guillemets champion, je pouvais pas prétendre dire à la fédération est-ce que vous pouvez m'aider, vous pouvez me parrainer. Donc j'attendais d'avoir un statut de champion, quoi. Et même là, c'était compliqué, donc la fédération ne pouvait pas me parrainer. Donc j'ai eu affaire à des avocats africains, pas des avocats, mais des spécialistes en immigration, voilà. Okay. Et donc tout ce que je travaillais sur on the side, je l'ai payé, mais ça n'a rien donné. Puis il y en a qui prenaient mon argent, mais c'est ça. Puis il y en a même une qui a été arrêtée parce qu'elle a fait ça à plusieurs personnes et puis c'est passé dans les journaux. Et ça c'est dans la malchance, il y a aussi des gens qui parlent. Comment tu fais pour ne pas... C'était un câble, là, parce que tu avais beaucoup d'éléments pour craquer, quoi. Comment quelqu'un qui est dans le... en tout cas, dans le besoin, toi, tu vas le peu qu'il a, toi, tu vas lui... En tout cas. Mais voilà, c'est la vie, quoi. Donc, je suis passé à travers ça. Au moins, ça m'a permis d'ouvrir un dossier, puis faire des demandes. Et je suis passé devant des commissions d'immigration. Et puis, à chaque fois, je suis passé devant un genre de jury. Et je pense que c'était un système avec un juge, mais en tout cas, il devait voter pour mon statut. Puis il y a toujours un des membres du jury qui disait non. Parce qu'il a été illégal de telle période à telle période, même si c'est un champion de karaté. Et en tout cas. Mais est-ce qu'ils ont compris pourquoi, les circonstances? Ouais. Il y en a qui étaient pour ma cause, mais c'est toujours le même type à chaque fois. Donc j'allais à un appel, je repoussais, puis et là, tant que j'étais champion de karaté, ils me toléraient sur donc j'avais un statut d'athlète de haut niveau en attente de statut, quoi. Donc ça me permettait de rester sur le territoire. Et je me suis dit, tant que je suis champion, voilà, je peux rester ici. Donc ça me motivait. Après, je suis allé au championnat canadien. Voilà, j'ai été champion canadien. Puis en tout cas. Tranquillement, tu montais chaque fois de niveau, là. Et à chaque fois, durant la période où j'étais illégal, là, j'ai eu plusieurs épisodes où j'ai failli me faire déporter, quoi. Donc, pour me déplacer, pour aller m'entraîner, je devais marcher peut-être 2 heures. Il y a des jours où j'étais fatigué, donc le métro, le transport en commun, je sautais. Oui. Un jour, je me suis fait attraper.
Ouais, et là, j'ai pensé à l'immigration.